Je suis Constance de l'Étang, j'ai 19 ans et je suis donc candidate aux législatives pour le parti Reconquête dans la 7e circo, donc avec le 12e, le 11e et le 4e arrondissement. Et j'étais au QG de campagne pendant toute la campagne présidentielle à plein temps. J'ai fait plusieurs missions, je répondais aux courriers, donc toutes les lettres qu'on recevait des Français tous les jours, il y en avait des centaines par jour. Et j'étais aussi la collaboratrice du directeur des campagnes. Voilà, donc ça c'est à peu près mon parcours cette année. Alors moi je me suis engagée assez tard, enfin relativement tôt, mais je veux dire, je m'y intéressais pas vraiment avant. Mais moi c'est surtout par l'idéologie qu'on avait dans nos écoles. C'est ça qui m'a mis vraiment la puce à l'oreille, l'idéologie woke. Je trouvais vraiment, enfin, déjà à l'époque ça me choquait, je trouvais que ça n'avait pas sa place dans nos écoles. Donc c'est ça qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier et l'insécurité, beaucoup. On est à Paris, ça va, on a beaucoup de quartiers. Moi le soir je rentrais à 2h du matin, je me faisais interpeller plein de fois dans la rue et je me disais c'est pas normal. Et personne ne fait rien en fait, aucune politique prend vraiment le sujet à bras le corps et se dit ok on va faire quelque chose. Et enfin surtout parce que je suis très patriote, j'adore la France et ça me fait un peu peur la tournure que notre pays prend là. Le patriotisme, vraiment, être fier de son pays et surtout pour les jeunes, les nouvelles générations. Vraiment le patriotisme, voilà. La valeur du travail, donc la promotion du mérite. Moi j'ai d'une famille, enfin voilà, mes parents ont vraiment réussi par eux-mêmes et ont beaucoup travaillé, on m'a toujours transmis cette valeur-là. Donc pour moi le travail pour les jeunes c'est vraiment très important. Donc le travail et le patriotisme. Alors je pense que ça vient en grande partie par ma famille. Moi on m'a toujours transmis des valeurs voilà, très patriotes. J'étais aussi au Scout d'Europe qui est catholique mais aussi voilà, on transmet vraiment les valeurs de la France, la patrie, l'amour du pays. Puis voilà, on a le plus beau pays du monde, on a une culture incroyable, on a des bâtiments incroyables, on a des écrivains, des auteurs. Enfin, vraiment, je me dis, on a tellement un pays incroyable avec une culture si riche comparée aux autres pays. Par exemple, les États-Unis qui ont une histoire très courte. Nous, on a 2000 ans d'histoire derrière nous, on a eu des rois incroyables. Donc je me dis, on ne peut pas perdre ça, il faut le conserver, il faut le préserver et surtout il faut le mettre en avant et dire aux jeunes, regardez, voilà, regardez où est-ce que vous habitez, c'est un pays qui est incroyable quoi. Plutôt que de nous repentir toujours en disant voilà, on a fait des choses mal. Oui, on a fait des choses mal, mais on a aussi fait des choses très très bien et donc il faut en être fier. Oui, elle est en danger de mort. C'est pour ça qu'Éric Zemmour s'est présenté en disant voilà, c'est une des dernières chances, évidemment, c'est pas la dernière chance. Mais si on ne réagit pas dans les 20 prochaines années, pour moi, oui, la France va disparaître. La France, évidemment, pas le pays en tant que tel, mais son histoire, sa culture, tout notre héritage, pour moi, il va vraiment disparaître. Parce que une nouvelle population qui arrive ne s'assimile pas. Et donc, on se retrouve avec plein de cultures. C'est très bien, mais en fait, quand il y a plein de cultures, bah, du coup, la nôtre, elle disparaît et elle se perd au milieu de toutes les autres. Donc si on fait rien, et si on ne dit pas à ces gens-là, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus, mais vous assimilez, comme ont fait d'ailleurs les parents d'Éric Zemmour, il en est le produit même. Si ces personnes-là ne font pas cet effort d'assimilation, qui est certes très rigoureux mais très important, en fait, nous, notre propre civilisation va disparaître. Donc je pense qu'il faut réagir vite. Ouais. Alors pour l'environnement, alors déjà sur l'environnement, c'est un sujet qui a été capturé par la gauche et par l'extrême gauche, alors qu'en soi, la politique environnementale, elle est fondamentalement conservatrice. La conservation de nos territoires, de nos sols, de nos paysages, c'est vraiment... Voilà. Donc déjà, ça, faut... On entend beaucoup, oui, vous la droite, vous en occupez pas, vous en parlez pas. Genre. Par contre, je suis contre une écologie punitive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va expliquer à des Français qui viennent travailler à 6h du matin pour aller à l'usine que non, la voiture pollue, qu'il ne faut pas prendre la voiture, qu'il faut prendre des trottinettes. Donc pour moi, c'est un peu cette hypocrisie-là qu'il y a dans l'écologie à gauche, qu'on explique qu'il faut tous prendre des trottinettes et faire du vélo, que c'est formidable, mais en fait, tout le monde n'a pas les moyens d'habiter en plein cœur de Paris. Donc nous, on défend davantage le nucléaire. Et la mondialisation aussi, c'est une cause de pollution. Et si en fait on arrête d'importer les produits de l'étranger, les CO2 des transports, déjà ça va beaucoup changer. Il va diminuer et ça va beaucoup changer. Donc pour moi, c'est retourner au local, voilà, favoriser les circuits courts, les magasins de proximité, les producteurs, le bio. Pour moi, c'est vraiment ça et le nucléaire.
C'est un sujet qui est très délicat, donc c'est pas noir ou blanc. C'est pas comme Macron pro-Europe à fond et en fait on perd carrément notre souveraineté. Et c'est pas non plus on vit reclus et on se coupe de tout le monde. Nous on a une position qui est intermédiaire, qui est entre les deux. C'est de dire oui, on fait partie de l'Europe, on a des échanges avec d'autres pays, évidemment, on partage nos savoir-faire, on partage nos... Voilà, c'est normal, on a des interactions, on a aussi des traités. Par contre, on garde notre souveraineté et c'est nous les premiers décisionnaires de toutes nos actions. On décide ce qu'on veut pour notre pays, on décide de fermer nos frontières si on en a envie. En fait, c'est nous qui décidons. Maintenant, on a aussi besoin des autres pays pour collaborer. Donc c'est une position qui est intermédiaire et je pense que c'est la meilleure en fait. Parce qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre, il y a du bon à prendre, mais il y a aussi les conséquences néfastes et donc ça là, nous on les refuse. Alors l'école, c'est un très grand sujet et déjà très très important parce que c'est toutes les nouvelles générations en fait. Donc c'est le nouveau peuple français, ça passe par l'école. Donc c'est un sujet qui est très important pour nous. Nous déjà, en toute première chose, revaloriser les salaires des professeurs. Voilà, c'est pas normal qu'ils gagnent, enfin ça devrait être, c'est les héritiers de la nation, donc ça devrait être les mieux payés. Donc déjà revaloriser les salaires des enseignants. Enlever toutes les idéologies, en fait, parce qu'il y a la place pour les associations, pour les idéologies, pour la politique, et il y a l'école, et nos enfants de 8 ans n'ont pas à avoir la propagande idéologique, que ce soit sur le racisme, sur les LGBT. Pour moi, c'est le travail des parents. C'est aux parents d'enseigner, par exemple, le parent qui est de gauche, il va sûrement lui parler des LGBT, du racisme, etc. Mais en fait, ça, c'est une idéologie qui est propre à un parti, en fait. L'idéologie qui est dans nos écoles, c'est la gauche, c'est une idéologie de gauche. Nous, on dit non, aucune idéologie, aucune propagande. Nos élèves sont là pour apprendre. On veut que l'école républicaine, ça redevienne un sanctuaire de transmission et de savoir. C'est tout. Justement, c'est ça, c'est que en fait, l'instruction, c'est la transmission de savoir. C'est à ça que sert l'école. L'éducation, comme vous l'avez dit, il y a d'autres choses qui se rajoutent. Donc il y a des associations qui viennent, il y a des activités qui sont proposées, etc. Nous, on dit non. Nous, on veut uniquement, et c'est pas les gaver, c'est uniquement leur fournir un savoir, des connaissances, en fait, vraiment juste des connaissances. Et surtout en rétablissant aussi l'autorité du professeur. Un peu, on dit oui, l'école à l'ancienne, oui. Parce qu'en fait, quand on voit nos parents, les anciennes générations, l'école, pour eux, c'était très important. Ils prenaient ça à cœur, et dans tous les milieux sociaux d'ailleurs, et même les milieux populaires, partout, l'école était très importante pour eux, et il y avait aussi les parents derrière eux. Donc nous, ce qu'on dit, voilà, on veut revenir à ça, et on n'a pas envie que en fait, l'école, ça devienne un centre aéré, où il y a les uns qui parlent, les autres qui parlent, il y a des interventions. Non, voilà. Donc oui, il y a une différence, ouais. Moi, ma position elle est claire. Je suis pour le roman national, c'est-à-dire que on apprend, qu'on apprenne aux élèves tout ce qu'on a réussi, tout ce qui a fait la gloire de la France, tous nos héros, tous nos grands personnages. Bien sûr qu'il faut évoquer, je veux dire, dans l'histoire, évidemment que l'histoire doit être objective et qu'on doit apprendre ce qu'on a fait dans toute l'histoire. Mais je pense qu'il est préférable de transmettre à nos enfants ce qu'on a fait de bien, pour qu'ils soient fiers de leur pays, plutôt que leur rabâcher tout ce qu'on a fait de mal, la repentance, on a été des grands méchants, non. Moi je pense vraiment, oui, il faut apprendre de tout, mais tourner l'histoire en mettant en avant vraiment pourquoi on a réussi et pourquoi on est fort, quoi. Enfin, il n'y a pas de honte d'ailleurs à être vraiment fier de son histoire et de son pays. On a fait des choses incroyables. Alors moi je pense, sur ces sujets-là, qu'il faut être le plus objectif possible. C'est des sujets qui sont assez délicats, où il y a vraiment du pour, du contre. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, comment il est enseigné, c'est-à-dire en disant que tout est mal, c'est faux. Voilà, je pense vraiment que c'est faux. Je pense qu'on a fait les choses bien, qu'on a été utile pour certains domaines. Je pense que dans d'autres, on a aussi mal agi. Mais du coup, pour moi, pour les sujets comme ça, il faut être vraiment objectif. Voilà, on a fait ça, très factuel. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Mais pas insister, pas pencher en fait d'un côté ou de l'autre. Voilà. Écoutez, on leur a tendu la main plusieurs fois pour faire une union. Donc nous, bien sûr qu'on a des différences, évidemment. On a des différences, notamment sur l'économie, etc. Ça, c'est évident. Mais notre sujet principal, qui est quand même
l'immigration, le patriotisme. Je pense que sur ces sujets-là, on se rejoint. C'est pour ça qu'on leur a proposé une union. Et justement, dans le cadre des législatives, en fait, l'union, elle est indispensable. Indispensable, on le voit avec l'alliance NUP-NUPES. C'est un exploit. Enfin, je veux dire, qu'on soit d'accord ou non, hein, c'est remarquable de pouvoir allier plusieurs partis. Et encore, eux, ils avaient quand même beaucoup de divergences. Ils font poids. Ils font poids. C'est-à-dire que, par exemple, moi, dans ma circonscription, si on allie tous les partis de gauche pour les présidentielles, il me semble qu'ils ont fait 45%. Donc ils passent de 45% à 10, 20, enfin vous voyez. Donc oui, nous, moi je soutiens totalement une alliance de la droite, même avec les LR aussi, hein. Les LR qui ont refusé également. Et malheureusement, c'est le Rassemblement national qui a refusé. Et là, en fait, on va sûrement payer les pots cassés. Quand une circonscription, on a un candidat Rassemblement national, un candidat Reconquête, bah voilà, ça divise le camp national, quoi. Alors, déjà, il y a deux choses. D'une part, les médias, qui jouent quand même. On dit on en entend moins parler, oui, mais parce que voilà, c'est les médias qui transmettent. Et effectivement, pendant les présidentielles, parlez-nous, parce que c'est les présidentielles et qu'on avait un rôle très important. Pour les législatives et pour tous les partis, on entend moins parler. NUPES, on a entendu parler à cause de l'Alliance, mais sinon, par exemple, LREM, on entend beaucoup moins parler aussi. Déjà, ça c'est d'une part. C'était quoi la question? Ah oui, de durée, oui. Non, alors oui, pour les législatives, donc effectivement, au tout début, voilà, le jour des résultats, on était très déçus tous, c'est normal. Mais moi, je suis pas trop d'accord. Enfin, en tout cas, moi, avec les militants et tous les militants que je vois, et je suis aussi au QG, donc je vois vraiment ce qui se passe. Je sens pas vraiment une baisse de morale. Moi, j'ai toujours beaucoup de militants à toutes mes actions. Les gens sont très actifs sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est full et on a l'impression qu'on repart, mais voilà. Donc moi, je trouve vraiment qu'il y a encore une grande motivation, une grande détermination. Et je pense au contraire que le Rassemblement national est en perte de vitesse. Parce que c'est un parti qui ça fait trop longtemps que ça dure. Voilà, on se demande s'ils veulent vraiment gagner. Et je pense qu'il y a beaucoup, enfin en tout cas nous on a beaucoup d'ex-RN qui nous ont rejoints en disant voilà, vous êtes l'avenir, parce que nous on est la seule vraie droite aujourd'hui. Les LR commencent à fléchir face à la gauche. Le Rassemblement national, pareil, il essaye de draguer l'électorat Mélenchon, LFI, tout l'électorat de gauche. Et donc au final, les vraies personnes de droite sont orphelines. Donc nous, on est la seule droite et on peut faire l'union des droites. Le Rassemblement national n'aura jamais d'électeurs LR et les LR n'auront jamais d'électeurs Rassemblement national. C'est incompatible. Nous, on arrive à avoir à la fois des LR et à la fois des électeurs du Rassemblement national. Donc je pense que comme on est l'union des droites, on est le parti d'avenir. Alors ce qu'on pense des médias sur Reconquête. Bon, alors déjà, il y a différents médias. Le problème aujourd'hui, et c'est pour ça qu'Éric Zemmour voulait supprimer l'audiovisuel public, parce qu'aujourd'hui, les médias ne sont pas uniquement de la transmission d'informations, mais aussi la transmission d'une idéologie. D'ailleurs, on avait vu, je ne sais pas si vous avez vu, un sondage de France Inter sur les personnes qu'ils avaient interrogées. Les 3/4, c'était des personnes de gauche, alors que c'est un média public. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, les médias ne sont plus impartiaux. Voilà, je pense qu'ils sont plus impartiaux et qu'ils prennent part et ils jouent un tel rôle en fait dans l'esprit des gens, parce que vous êtes politisés, moi aussi. Faut bien savoir que la plupart des Français, voilà, ils ont leur vie, la politique c'est pas leur priorité, ils suivent pas tout sur les médias. Donc eux, ce qu'ils écoutent, c'est la radio, c'est le journal de 20h. Et quand on transmet en fait des idéologies qui sont des idéologies de gauche, là, du coup, les médias perdent leur mission. En fait, ils font plus leur mission comme ils le devraient. Donc, nous, évidemment, les médias, c'est très bien, on en a besoin, mais on aimerait qu'ils soient objectifs et qu'ils donnent le même traitement à tous. Non, mais c'est une très bonne question. Vraiment, c'est fou cet écart qu'on voit les sondages, 66% des Français ne sont plus en France, et à l'inverse, tous les médias, les lobbies sont à gauche. Donc non, mais je suis totalement d'accord, c'est vraiment incohérent. Et je me demande si c'est pas justement pour faire contrepoids que la bien-pensance, qui est majoritaire dans les médias, essaie de faire contrepoids face à cette idéologie quand même cette pensée de droite qui évolue de plus en plus. Et donc je pense que c'est un peu une guerre de clans en fait. D'un côté les médias disent non, nous on veut continuer à passer notre idéologie, et les Français disent mais moi je me reconnais pas du tout en fait dans ce que vous me dites, moi je vote à droite, moi je suis pas d'accord avec vous quoi.
Et justement, en fait, il faut voir chronologiquement. Les médias détenaient la pensée de gauche. On s'est dit quoi? On va faire contrepoids. Il faut faire contrepoids. Si vous ne voulez pas être impartiaux, alors il faut qu'il y ait à la fois des médias de gauche et à la fois des médias de droite. Parce que eux, c'est public, mais bon, passons. Donc oui, il faut que dans le paysage médiatique, il y ait à la fois des médias de droite, des médias de gauche. Par exemple, CNews, on parle beaucoup de CNews, qui est orienté à droite. Et ça permet de faire contrepoids à, par exemple, BFM TV, qui est très macroniste, même très à gauche. Voilà. Et puis là, on parle de la télé, mais il y a aussi Mediapart, par exemple, qui est très à gauche. Mais ça, voilà. Mediapart. Oui. Non, c'est pour ça, c'est rien. Et à l'inverse, souvent, il y a Mediapart, et à la fois, il y a Livre Noir, par exemple. Et ça, c'est indépendant. Et ça, je trouve ça très bien que chacun, voilà, ils sont engagés. Et c'est très bien d'avoir des journalistes engagés et des médias engagés. Ça, il n'y a aucun souci. Le seul souci, c'est quand c'est public. Voilà. C'est avec notre argent. Ouais, l'abstention, ouais, c'est un gros problème, vraiment, que les Français se désintéressent de la politique. Parce qu'en fait, la politique, c'est juste leur vie, c'est leur quotidien. Donc oui, ça c'est un gros problème. On a le plus grand mouvement jeune. Nous, on axe beaucoup notre politique sur la jeunesse, justement, pour impliquer la jeunesse et par diverses activités. Nous, on a la génération Zemmour, et aborder la politique dans d'autres domaines. En se retrouvant, en faisant des actions militantes, en créant des liens en fait, en créant des amitiés. On a aussi par exemple des activités, des cours de boxe, voilà, en créant des liens pour que les jeunes s'intéressent soit avec des gens politisés, à la fois qu'ils arrivent à continuer leur vie et avoir des amis, sortir, et à la fois être quand même dans le monde politique, parce que Génération Zemmour, voilà, c'est le parti de jeunes de reconquête. Donc nous on mise beaucoup sur la jeunesse. On essaye vraiment de réveiller la jeunesse. Et je pense il y a aussi LFI, pour être honnête, LFI approche beaucoup des jeunes aussi, enfin intéresse beaucoup les jeunes. Mais c'est vrai que par exemple, les autres partis, voilà, les macronistes, bon, on connaît peu de jeunes qui sont vraiment impliqués. Donc je pense que c'est par les partis, en fait je vois pas trop d'autres solutions. Je pense que c'est par les partis qu'on va pouvoir réintéresser les jeunes à la jeunesse et leur donner une place en fait au sein des partis, au sein de la politique, leur dire votre parole compte, vos actions comptent et vous êtes l'avenir en fait. Voilà. Oui, alors ça c'est assez propre à la France. C'est vrai que nous on est très sur les personnalités. On n'imagine pas la REM sans Emmanuel Macron, Éric Zemmour, voilà. Donc oui, ça c'est vrai. Maintenant, je pense quand même que les personnes, les Français ont quand même des idées. Ils ont quand même des idées, ils ont quand même un avis sur les choses. Et puis regardez LFI. Oui, Mélenchon, ça va être la fin. Il a quand même des héritiers, entre guillemets. Il y a des figures prometteuses aussi dans ces partis-là. On a Adrien Quatennens, par exemple, pour LFI. Chez nous, on a Stanislas Rigaud, qui a 22 ans, qui veut prendre la relève. On a Marion Maréchal, on a Guillaume Pelletier. Et ces personnes-là sont aussi en mesure, je pense, de rassembler les Français et les électeurs de leur parti. Il suffit juste, effectivement, de trouver d'autres personnalités charismatiques et qui leur donnent envie de les rejoindre. Et c'est très important, en fait, la personnalité. Parce que c'est vrai que c'est ça qui donne envie aux jeunes, surtout, de les rejoindre. Alors déjà, nous, on fait un lien qui est en fait indéniable, un lien entre l'immigration et l'insécurité. On a des statistiques, alors c'est pas autorisé les statistiques ethniques, mais il y a quand même des études qui ont été faites et on le voit dans nos quotidiens. L'insécurité vient beaucoup de l'immigration. Donc nous déjà on dit on arrête l'immigration, on en a trop, on n'arrive pas à les assimiler, donc on arrête d'en accueillir parce qu'on n'est pas en moyen de les accueillir correctement. Et surtout ils n'arrivent pas à s'intégrer et on a beaucoup, voilà, l'insécurité, la délinquance notamment, c'est beaucoup issu de l'immigration. Donc nous déjà on coupe l'immigration. Ensuite on rétablit l'autorité des forces de l'ordre. Voilà, les policiers aujourd'hui qui sont méprisés, qui sont insultés, on leur accorde plus de pouvoir. Voilà, ça c'est le mot qui fait peur. C'est pas plus de pouvoir évidemment, mais leur redonner l'autorité qu'ils doivent avoir pour pouvoir faire leur travail correctement. Là pendant cette campagne, on a rencontré beaucoup de policiers qui me racontaient, voilà, j'arrête quelqu'un, je le mets en garde à vue, un jeune, un délinquant, je reviens le lendemain au même endroit, il recommence. Et il est au même endroit, et tous les jours, et tous les jours. Et donc en fait, les policiers passent leur temps à poursuivre des délinquants qui en fait n'ont aucune conséquence, n'ont pas d'amende, n'ont pas en prison et ressortent le lendemain. Donc la justice, les policiers
et l'immigration. Je pense que c'est vraiment les solutions. La défense excusable. Ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on a des policiers qui peuvent aller en prison parce qu'ils se sont défendus. On va dire que c'est la faute du policier. Nous, on est pour la défense excusable, c'est-à-dire que le policier doit défendre sa vie et a le droit de se défendre, évidemment, si on l'attaque en premier. Le policier ne va pas attaquer quelqu'un comme ça. Donc la défense excusable, je pense que c'est vraiment très important. Et même, en fait, symboliquement. C'est pas uniquement, évidemment, c'est pour leur sécurité, mais même symboliquement, leur dire oui, vous avez le droit de vous défendre et vous avez le droit de vous imposer si on vous agresse, en fait. Ça, je pense que c'est très important. Ça, c'est pour la police, oui, je m'aimerais pour la police. Et pour la justice aussi, il y a les peines planchées, qui sont, je pense, une grande solution. Parce que, en fait, je pense que c'est dissuasif. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a un effet de loupe. C'est-à-dire que oui, il y a des bavures policières, on les met beaucoup en avant. Au final, il y en a très peu. Enfin, je veux dire, c'est quand même une minorité. Les policiers s'engagent, donnent leur vie, sont prêts à risquer leur vie pour sauver la nôtre. Donc moi, j'ai beaucoup de mal déjà avec ces accusations récurrentes sur la police, d'une part. Plus on parle justement de ça, de ces bavures policières, qu'on dit voilà, les policiers, ils attaquent, ils agressent. Et du coup, en fait, ils ne peuvent plus rien faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont faire un moindre geste, ils vont être attaqués de toutes parts. Donc c'est une façon de faire contrepoids à ça et de leur dire non, non, vous avez le droit, c'est votre métier de rétablir l'ordre, c'est votre métier d'arrêter les délinquants. Évidemment, c'est pas votre métier de frapper gratuitement, mais encore une fois, c'est une minorité. Et donc je pense que voilà, c'est comme je disais, symboliquement, en fait, justement face à cette vague d'accusations de la police et de l'institution policière, toutes ces mesures-là sont symboliques pour dire non, nous on vous soutient et on veut une police forte. La politique, ça vous touche directement, c'est vos quotidiens, c'est vos vies. Il faut vous y intéresser, sinon la politique s'intéressera à vous. Et surtout, intéressez-vous surtout à Reconquête pour sauvegarder notre culture, pour préserver l'autorité et pour préserver nos valeurs.